Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Kaiserfoot, votre podcast balado et vidéodiffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. C'est l'heure du bilan de fin de saison 2022-2023. On va faire un énorme résumé de ce qui s'est passé en Allemagne au cours de la dernière année, la position des clubs, mais aussi ce qui s'en vient en prévision de l'année prochaine. Et on va parler de bien d'autres choses. Ce n'est pas les sujets qui manquent avec tout ce qui s'est passé sur la planète foot et qui se touche de près ou de loin à l'Allemagne, bien entendu. Mais pour en parler, je retrouve pas juste le correspondant allemand numéro 1 de la planète qui travaille avec moi, le Kaiser, comme j'aime bien le surnommer. Mais je me plais à dire qu'avec la saison de golf qui s'en vient, il a peut-être, par son sens de la nuance et de la diplomatie, contribué peut-être indirectement à la fusion entre la PGA et le LIV et le retour à une certaine normalité au golf. David Lartolari, je plaisante bien sûr. Allô Frente, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ben ça va bien, ça va bien. On suit avec appétit les premiers mouvements de tectonique du football européen avec les clubs qui se positionnent, qui s'organisent. C'est un moment particulier de la saison. C'est bien pour nous parce qu'on a un peu de recul déjà pour un bilan. Ça, c'est précieux et ça va nous être utile dans le fil de notre conversation. Et puis on n'est pas complètement à l'aveugle aussi sur ce qui peut se dessiner sur la saison qui vient, sur le mois d'août qui, qui, qui constituera le début des championnats d'hiver, dont le nôtre, celui qui nous intéresse le plus. Et puis, en même temps, il y a aussi quelques échéances intéressantes. La Coupe du Monde féminine, je vous conseille de regarder un œil de temps en temps aussi sur quelques matchs qui pourraient être sympathiques, entre autres. Voilà, et puis pour ce qui est des autres sports, effectivement, le golf, attention, si certains d'entre vous veulent faire pareil, casquette et protection de la tête, parce que le golf, ça a beau être la verdure et beaucoup voilà, de verdoyant. Si vous êtes 4 heures sur le parcours, ça tape aussi fort que sur un terrain de foot sans arbre. Donc méfiance. Mais ça, c'est un petit conseil comme ça de sportif endurci, n'est-ce pas Mathieu? J'ai l'impression que tu nous avoues entre les lignes que tu es tombé dans les pommes pendant Non, le parcours au golf. non, mais, non, mais lors de la dernière séance, ce qu'on appelle le petit chose, c'est-à-dire tonique, jus de pamplemousse, qui est très prisé des golfeurs à la fin du parcours, était bienvenu. Parce que je peux vous dire qu'en Europe de l'Ouest en ce moment, pas partout, mais j'ai vu qu'il y avait une vague de chaleur en Grande-Bretagne. L'Allemagne a été touchée aussi. Alors, ça n'est pas démesuré, mais en degrés Celsius, on a passé les 30 degrés aussi dans les grandes villes allemandes récemment. Donc attention, on est passé en mode été, messieurs, dames. C'est vrai, on a eu aussi une période de canicule et par la suite, on a eu le problème des feux de forêt, malheureusement, même si la température a baissé. Mais tu as raison, l'été est bien là. Mais pour ce qui est du petit chose, évidemment, le premier réflexe, c'est que je pense à Alphonse Daudet et j'ai la référence littéraire en tête. Tout à fait. Mais toujours est-il que je te souhaite une bonne saison de golf, en tout cas un bel été d'avance. Mais on oublie que, puisqu'on va faire le bilan de cette saison, tu as déjà commencé un peu à le faire via ta multiplication sur les ondes. On peut t'entendre notamment, comme je l'ai dit souvent, sur RTL. On peut t'entendre bien évidemment sur Eurosport également, sur la toute nouvelle balado qui fait le tour d'Europe. Eurosport qui est aussi ton employeur, puisque c'est là où tu écris tes super articles sur le foot. Je sais que tu travailles beaucoup sur la gymnastique, mais c'est pas nécessairement sur Eurosport, là, quoique peut-être, là, mais tu travailles plus sur un magazine. Mais à travers ça, on sait aussi que tu es, et c'est là que je t'ai découvert, sur RFI, et c'est justement le consultant RFI pour la première question à qui je m'adresse. Parce que on va sortir de l'Allemagne pendant quelques petites minutes. Il y a une nouvelle qui a, au cours des dernières heures, qui a été un véritable tremblement de terre sur la planète foot. Et je le dis modestement parce que cette nouvelle-là, elle était quand même prévisible d'une certaine façon, mais pas tant que ça, considérant qu'il y avait plusieurs enjeux dont on va parler en lien avec l'Allemagne d'une certaine façon, qui est l'enjeu de l'Arabie Saoudite notamment, mais ça, on va y revenir plus tard. Mais là, on va parler de celui qui a gagné la dernière Coupe du Monde, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, l'Argentin Lionel Messi,
qui a joué ses 2 dernières saisons avec le Paris Saint-Germain. On savait qu'il allait quitter la formation française, mais on ne savait pas où il allait jouer. L'Arabie Saoudite était mentionnée. On évoquait un possible retour au Barça, le FC Barcelone. Et c'est finalement, ce que la rumeur entretient depuis plusieurs mois, c'est finalement confirmé il y a quelques heures à peine. Lionel Messi s'en vient chez nous en Amérique du Nord, en MLS, jouer avec l'Inter Miami, le club de David Beckham. On n'a pas encore tous les chiffres du transfert, mais on sait que l'accord en question, s'il n'a pas l'ampleur, je dirais, pétrodollarifique de l'Arabie Saoudite, si je peux me permettre d'inventer un mot, un néologisme, s'il n'a pas cette envergure-là, cet accord inclut notamment ce que j'appellerais une entente avec Apple, qui est le diffuseur officiel de la MLS depuis cette année. Et on sait qu'Apple est un joueur mondial. Et considérant que la MLS a cet accord au niveau des droits de diffusion avec Apple, qui donc est accessible dans plusieurs pays du monde, l'arrivée de Messi aura un impact considérable, c'est certain. Donc, il y a une entente qui implique Apple dans cet accord avec Lionel Messi. Il y a aussi un accord avec Adidas et la possibilité même d'avoir des parts dans le club de l'Inter Miami pour Lionel Messi à sa retraite. Donc, ce que j'appellerais, avec les milliards qu'il s'est déjà fait, un investissement, si je puis dire. Mais au-delà de ça, c'est là où j'ai envie de t'entendre, David, à un niveau plus général, je fais appel donc à ce que j'appellerais la portion RFI en toi. L'arrivée de Messi en MLS, alors qu'il y avait des rumeurs qui évoquaient le retour à Barcelone. Et attention, la possibilité d'un prêt au Barça est quand même envisagée s'il joue à l'Inter Miami, vu que les calendriers ne sont pas tout à fait les mêmes. Et peut-être que le Barça, financièrement, a plus la possibilité d'avoir Messi dans ses rangs avec cet accord-là en MLS. Je souligne, je ferme la parenthèse ici. Et ensuite de ça, je l'ai dit, il y a l'Arabie Saoudite qui était dans l'équation. Et avec les annonces déjà de Cristiano Ronaldo il y a quelques mois, mais ensuite Karim Benzema, N'Golo Kanté et probablement d'autres noms qui vont s'en aller en Arabie Saoudite. On s'attendait à ce que Messi y aille aussi. Finalement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de t'entendre là-dessus. David, l'arrivée de Léo Messi en MLS, qu'est-ce que ça signifie chez vous, là, en Europe, de ce que tu peux entendre en France ou en Allemagne, selon les différents médias, ce qu'on évoque, et ton avis personnel, peut-être, sur cette arrivée monstrueuse, si je peux dire? Tu as dit beaucoup de choses intéressantes, importantes sur le partenariat avec une très très grosse multinationale, sur les désirs, les tendances avec Cristiano Ronaldo, ça aurait pu être quelques autres grandes stars qu'on a tout à fait à l'esprit, du football récent et actuel. La géopolitique un petit peu du football qui a évolué avec le Paris Saint-Germain, avec Newcastle, avec Manchester City. Moi, j'ai gardé un regard assez attendri et surtout ne pas prendre ce terme de manière dédaigneuse. Un regard assez attendri sur les joueurs après, notamment Franz Beckenbauer au Cosmos, qui sont allés une fois qu'ils avaient fait leur preuve en Europe vers le championnat américain depuis un moment, puisque ça date des années 70-70 pour Beckenbauer. Il y a eu la suite. Il y a eu Schweinsteiger, pour lequel ça n'a pas été brillantissime vu d'Allemagne, mais c'était le genre de pige mi-sportive, comment on pourrait dire, vacancière presque, peut-être un peu, pour un joueur comme ça. Mais il a joué sérieux. Moi, je confirme qu'il a joué sérieusement. Et voilà. Et même une franchise comme Chicago a connu ses meilleurs moments avec Schweinsteiger dans l'équipe, alors que cette équipe-là du Fire est un peu en déliquescence depuis une dizaine d'années. Et le seul moment où ça a monté un peu, c'est quand lui est venu. Il a donc apporté quelque chose de transcendé par son caractère. Ce n'est pas juste une question de talent par rapport au niveau de la Ligue, si tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. On a à l'esprit évidemment David Beckham parce qu'il a marqué les mémoires lorsqu'il était à Manchester. Il a marqué les mémoires aussi pour des raisons en partie différentes lorsqu'il était à Paris. Et puis, il a laissé quand même une trace visuelle, sportive aussi, et marketing, bien sûr. Et on a changé une règle en MLS à cause de lui. C'est la règle du joueur désigné, donc le joueur payé hors cap salarial. Ça permettait d'élargir le talent au sein de l'équipe et donc d'attirer l'attention
pour certains joueurs, parce que d'autres sont venus. Je pense à Robbie Keane aussi, qui est venu et qui a très bien fait ici en MLS. Thierry Henry, comme joueur, a été très bon. On pourrait souligner ça, mais la MLS, elle est rendue à un autre niveau aujourd'hui par Voilà, rapport absolument. à cette époque-là où on a commencé à faire venir des joueurs désignés, mais c'est clair que ça a probablement été dans la continuité de tout ça. Après la venue d'un Messi à ce moment-là de sa carrière, alors il peut encore faire sans doute 2-3 ans des choses magnifiques comme passeur, peut-être encore aussi comme buteur. Euh, mais ça me rappelle un petit peu ses fins de carrière, 32, 33, 34, 35 ans, davantage peut-être parfois, des joueurs qu'on vient de citer. Quelque chose d'un peu doré, tout en étant, de mon point de vue, comment on pourrait dire ça? Équilibré par rapport au football traditionnel. Je veux dire, la Ligue américaine, la Ligue nord-américaine a du sens. Tu viens de dire qu'elle en a peut-être sportivement de plus en plus. En tout cas, pour moi, elle a du sens bien davantage que le Qatar à l'époque Xavi Hernandez, Et même que, aujourd'hui. mais oui, c'est ça. Que ce qu'est allé faire Cristiano Ronaldo et ce qu'aurait pu, puisque ça a été beaucoup discuté ces derniers jours quand même dans les médias, la rumeur a beaucoup circulé, la rumeur ou cette possibilité qu'un Messi aille vers l'Arabie Saoudite. Là, on est dans quelque chose de plus rassurant pour moi, de plus footballistique, peut-être plus old school aussi. Et il va falloir se faire sans doute à l'idée que le centre de gravité peut-être du football se déplace de cette espèce de triangle entre Londres, Milan et Madrid, peut-être vers l'Est ou peut-être vers d'autres continents. Ça, je veux bien l'entendre. Mais donc, je suis presque rassuré quelque part par rapport à ce départ-là. Un départ de Messi vers l'Arabie Saoudite aurait été quelque chose d'un peu inexorable qui a pour l'esprit humain quelque chose de décevant. Un retour de Messi au FC Barcelone aurait été surprenant aussi par rapport aux difficultés globales, ne rentrons pas forcément dans les détails, mais du FC Barcelone de ces derniers temps. Donc, quelque part, pour moi, c'est une suite, c'est une porte de sortie par rapport à Paris. On n'a pas la peine, on n'a pas besoin de discuter longuement les déclarations de Messi qui a dit qu'il n'a pas été heureux depuis qu'il était au Paris Saint-Germain, parce que ça, je trouve que ce sont des déclarations d'amoureux et conduits qui sont, de mon point de vue, pas. Enfin, il était peut-être pas amoureux de Paris au départ, mais pour moi, ça n'a pas grande valeur. Ce qu'il faut voir, c'est un peu les choix qui sont effectués. Il y a eu beaucoup de discussions sur nos médias récemment sur Benzema, sur Cristiano Ronaldo, sur Lionel Messi. À quoi ça sert d'aller chercher 200 millions d'euros quand on en gagne déjà 100, etc. Bon, des débats qui sont un petit peu grand public, mais qui n'apportent pas forcément grand-chose. Le joueur fait les choix qu'il souhaite pour sa carrière personnelle, pour son entourage, pour son image aussi, parce que pour beaucoup, ça joue. Ça joue. Un Kylian Mbappé aujourd'hui, je pense, a ça dans la tête aussi. Et donc pour moi, pour en revenir à ta question au départ, pour moi c'est attendrissant, mais pas dans le sens dédaigneux parce que la Ligue nord-américaine serait moins bonne que la Liga espagnole ou que la Première Ligue, mais attendrissant dans le sens presque rassurant. Et je serais intéressé à regarder un petit peu les prestations d'un Messi dans le championnat nord-américain. Pour moi, c'est un argument supplémentaire pour regarder un argument, je dis bien. On ne regarde pas un joueur exclusivement, ça n'a pas de sens dans un championnat collectif avec plusieurs équipes, mais c'est un argument supplémentaire quand même pour regarder vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis. Et donc, de ce point de vue, rien que de ce point de vue, ça reste intéressant. Surtout qu'il faut respecter, tu as dit que c'était un immense joueur, il faut respecter le parcours sportif du monsieur, même si ça a été peut-être un peu moins brillant les 2 dernières saisons avec Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est pas le même contexte, la MLS, par rapport au PSG. Non, On s'entend là-dessus. Je pense que le projet global de ce que la MLS cherche à faire est quelque chose de très particulier. Je sais qu'en Europe, on a tendance à le comparer avec les investissements des Nord-Américains avec ces fonds de pension et tout ça au sein de clubs en Europe. Alors là, on dit, ah, mais les Américains ne comprennent pas la culture foot. C'est possible, mais il y a d'autres investisseurs étrangers qui font les mêmes erreurs aussi. Alors, ce n'est pas juste un monopole nord-américain, je peux dire. C'est vrai que les clubs en Europe fonctionnent différemment et quand on y investit, ça peut effectivement être quelque chose que
nous, les investisseurs ici, lorsqu'on va là-bas, ben, on ne comprend pas tout à fait parfaitement. Mais par contre, le contexte où on crée ce que j'appellerais l'environnement MLS, qui a ceci de particulier, on crée une dynamique du soccer avec des éléments européens, certes, mais aussi des éléments nord-américains qu'on essaie de marier ensemble. Et progressivement, cette ligue-là gagne en popularité de plus en plus. Une des erreurs que j'ai entendues dans les analyses en Europe, c'était le fait que la MLS était moins populaire que le hockey sur glace ou d'autres sports nord-américains. Mais quand on regarde les chiffres et les données, non seulement la MLS est en progression, mais elle attire la génération la plus jeune en Amérique du Nord. Et alors qu'il y a des sports qu'on commence à délaisser et qu'il y a un vieillissement, si on veut, de l'intérêt. Je pense au baseball, par exemple. Alors, et le hockey sur glace, c'est en dessous de la MLS dans l'intérêt global, parce que justement, c'est là où on voit toute la portée planétaire de ce sport qu'est le foot ou le soccer. Alors, et ensuite, ben, dans la durée, la MLS, c'est peut-être le circuit nord-américain professionnel qui, pour l'instant, a un peu plus de. Disons, plus de 25 ans, bientôt 30 ans dans quelques années. Et il y a aussi deux autres objectifs qui expliquent aussi l'arrivée de Messi. C'est qu'on a la Copa América cette année qui sera disputée aux États-Unis. Donc, il y a la proximité géographique et le fait que Messi sera déjà sur place pour représenter l'Argentine. Ça sera une autre carte de visite pour lui. Puis, il y a toujours la Coupe du Monde en 2026, même si Messi ne jouera peut-être plus. Tu poses déjà les bases un peu, j'appellerais fondatrice pour une forme de diplomatique, si on veut. Et je ne parle pas de soft power, là, mais je parle là, de d'autres choses. Là. Je parle à un niveau un peu plus sportif pour dire, ben, vous voyez, on a un contexte qui est favorable. On pourrait rajouter aussi le fait que probablement que malgré des changements climatiques qu'on a évoqués un peu hors d'onde, toi et moi, David, jouer aux États-Unis en termes des conditions climatiques, c'est plus favorable qu'en Arabie Saoudite aussi. Et peut-être que Messi a regardé ce contexte-là parce qu'il pense à sa famille. C'est venu jouer peut-être dans l'équation. Et je rajoute à ça la possibilité d'un prêt au Barça à cause des calendriers. Ça vient jouer. Alors, et ça vient compenser peut-être pour le fait qu'il gagne moins d'argent que ce qu'offre l'Arabie Saoudite. Il se dit peut-être j'ai assez d'argent quand même parce qu'il a été le joueur pendant longtemps le mieux payé. Là. Soyons honnêtes. Alors, au niveau des investissements, il ne doit pas en manquer beaucoup. Ça va être intéressant donc de voir ce que ça va apporter. Maintenant, je suis persuadé qu'à l'Inter Miami, on ne l'accueillera pas comme un sauveur. L'équipe actuellement est en difficulté là, en MLS, mais comme la MLS est beaucoup plus régulée qu'en Europe, ce que j'appellerais la façon de constituer les clubs, et qu'on insiste beaucoup sur la jeunesse, la formation de plus en plus, on commence à avoir des académies qui se forment de manière plus large, et que le recrutement ne se fait pas non plus en fonction des stars pour constituer ce que j'appellerais la colonne vertébrale de chaque effectif. Mais s'il n'arrive pas en sauveur ou comme joueur en pré-retraite, comme c'était peut-être le cas avant dans le dialogue, et ça fait longtemps que ce n'est plus comme ça en MLS. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plus en Arabie Saoudite que je vois ça pour l'instant, même si on n'ose pas le mentionner en France. Mais en MLS, on est peut-être moins hésitant à le dire encore alors que ce n'est plus le cas. Et je vais fermer la parenthèse là-dessus. Mais il y a tout ça à prendre en compte. Et écoute, quand je dis qu'il y a quelque chose de global là-dedans, c'est que quand Messi va être avec l'Inter Miami, il va porter le maillot et va faire la tournée des autres clubs, ça va remplir les stades partout. Forcément, on va venir voir Messi dans le stade comme on est allé voir des Didier Drogba et comme on est allé voir David Beckham. Les matchs vont devenir des événements et rien que pour ça, les gens vont vouloir le voir. Aussi bref le passage sera-t-il. Et si ça peut permettre de découvrir d'autres joueurs et si ça peut permettre pour Apple et pour la MLS d'amener d'autres personnes à s'intéresser à ce qu'est la MLS comme circuit, à s'y intéresser, à le regarder de façon moins arbitraire ou moins avec le prisme peut-être national qu'on a. Je comprends qu'on puisse avoir des faveurs. Ben, tant mieux, ça va jouer. Et n'oublions pas que la MLS est en rivalité de plus en plus, pas avec l'Europe, mais avec la Ligue mexicaine. On a une nouvelle compétition qui commence cette année qui va mettre encore plus en lumière que peut-être autant que la Ligue des champions CONCACAF, cette rivalité entre les clubs MLS et la Ligue mexicaine. Et on a vu que les clubs MLS se rapprochaient, même si on ne dépense pas autant que les clubs mexicains, du niveau de ces équipes-là en Ligue des champions. Alors, pour la nouvelle compétition qu'on appelle la Ligue Cup, et le fait que Messi sera là, peut-être là, ça va impacter et cette année et l'année prochaine. Alors, rien que pour ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner, même si Messi a 35 ans et qu'on a dit à PESA, ben, il ne court plus, alors que la MLS, ça court beaucoup. C'est pas grave, on va voir, on va attendre. S'il n'arrive pas comme un sauveur et qu'on construit bien l'équipe autour de lui, il va peut-être transcender un effectif
Et il y a beaucoup qui vont apprendre en le voyant jouer. En tout cas, une chose est sûre, sa performance à la Coupe du Monde démontre qu'il n'est pas si fatigué que ça, je pense. Moi, au contraire, quand il a la volonté, qu'il croit au projet, mais c'est encore capable de montrer encore de belles choses. Et je trouve ça plus intéressant que d'aller peut-être s'expatrier en Arabie Saoudite ou ailleurs, Ben oui, c'était le où sens de mon peut-être il se fait propos. Ouais, oublier. ouais, ouais, tout à fait. On est Voilà. d'accord. On est d'accord. Et on va fermer la parenthèse là-dessus. On va revenir en terres allemandes, mais on va revenir un peu à l'Arabie Saoudite un petit peu plus tard. Je l'annonce d'emblée. Mais là, je n'irai pas par quatre chemins. 11e titre, donc en Bundesliga pour le Bayern Munich, qui coiffe au poteau le Borussia Dortmund lors du dernier match de la saison, qui a été riche en suspense. Je n'ai pas vécu ça depuis, justement, quand Schalke avait perdu le titre au départ de Stuttgart. Mais il y a un rapprochement à faire en 2001, quand le Bayern, je crois, est allé chercher le titre à la dernière minute aussi. Tu avais évoqué ça. Je vais te laisser probablement nous résumer ça dans ta réponse. Mais moi, par contre, j'ai abordé la question franchement et directement. Tu auras le droit d'être d'accord d'accord avec moi ou pas, pardon. Je pense que ce 11e titre, c'est plus Dortmund qui l'a perdu que le Bayern qui l'a gagné. Et moi, je le résume comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pardon, le bouton était désactivé. Simplement, un petit silence de 2 secondes. Excusez-moi. Oui. J'avais cru que ma question avait créé un émoi. Non, mais C'est spontané, euh, c'est bien. on a effectivement, il y a eu des éléments quand même divers qu'on peut analyser de manière tout à fait factuelle. On a eu un Dortmund, puisque c'est le club qui effectivement tenait la barre à 1 minute de la fin encore, factuellement à 1 minute de la fin du match du Bayern, le Dortmund était champion. Et il a fallu ce but de Moussiala merveilleux pour retourner les choses. 89e minute du match du Bayern contre Cologne, à l'extérieur. Et à ce moment-là, Dortmund tenait la barre. Et Dortmund a tenu la barre plusieurs fois cette saison, pas seulement une fois sur la dernière journée, pas seulement 2 fois, il a tenu la barre plusieurs fois. Et chaque fois qu'il a tenu la barre, 4 ou 5 fois de mémoire, il a perdu le match suivant. Je veux dire, chaque fois que Dortmund a été leader du championnat, il a perdu le match suivant en championnat. Il y a donc là quelque chose qu'on peut considérer comme un peu irrationnel ou pas. Est-ce une faille mentale? Est-ce une inexpérience de son jeune entraîneur qui est un fan de son club? Ça, c'est quelque chose qui, moi, sinon me dérange, du moins m'interpelle. Est-ce un manque de personnalité, d'impact, de poids dans le vestiaire des joueurs les plus expérimentés de cet effectif, au premier rang desquels Mats Hummels, au deuxième rang desquels Marco Reus et au troisième rang desquels Niklas Süle, qui ont vécu tous de très grandes choses et surtout une carrière riche avec des grands matchs, des grandes compétitions. Et ils n'ont pas semblé, ces trois-là, on pourrait ajouter quelques autres à la liste peut-être, comme Rafael Guerreiro par exemple, qui a été par ailleurs excellent. Ils n'ont pas semblé, ces trois-là, en mesure de porter le club vers ce triomphe, parce que ça aurait été un triomphe forcément après 10 ans de domination bavaroise, quand vous cassez la domination, quelles que soient les performances de l'adversaire, de l'ogre bavarois en l'occurrence, vous avez performé. Ils ont failli performer, mais il faut quand même rappeler aussi ça, c'est du factuel. Dernière journée, Dortmund à la maison, Dortmund qui est impérial chez lui en championnat cette saison. Il n'y avait eu jusque-là qu'une toute petite défaite et un tout petit match nul sur l'ensemble des matchs à domicile de la saison, c'est-à-dire 16. C'était un bilan formidable à la maison contre une équipe de Mayence, sinon démobilisée parce que ce sont des professionnels, qui n'avaient plus Ils rien à avaient jouer l'air du moins. tellement démobilisés, je trouve. Non, je plaisante. Non mais vous, alors, et pour terminer, je veux dire que Dortmund n'a pas été capable de gagner ce match-là. Il n'a pas été loin, mais il a quand même démarré la rencontre avec 2 buts de retard, quoi. Au moment où Dortmund s'active et se dit, bah là, on a peut-être loupé le coche, c'est presque déjà trop tard, même s'il reste du temps. Il me semble que le but du 1-2 intervient à 15-20 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Donc il y a derrière quand même un peu de place pour réagir. L'égalisation. Mais il y a eu aussi, à un moment donné, à 1-0, Sébastien Haller a l'opportunité d'égaliser et son Oui, penalty est arrêté. oui. C'est. Tu as parlé de caractère. Oui, tu as des vétérans sous le Hummels, Marco Reus,
Mais est-ce que ça veut. On a semblé. Moi, je trouve quand même qu'il y a un manque de caractère dans cette équipe-là parce que l'enjeu était tel que Dortmund aurait dû être beaucoup plus dangereux au dépend de Mayence pour dire hey, là, on a la possibilité d'en finir. Même si on était impérial chez nous, au contraire, on a semblé commencer le match un peu lentement. On était un peu dans un faux rythme. Et moi, je me dis, il y a quand même un petit manque de caractère. Alors, moi, je veux bien que Dortmund, dans son recrutement, je ne dis pas serrer les cordons de la bourse, là, mais soit vigilant par rapport aux investissements et tout ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, dans l'examen des profils, regarder un peu plus le caractère des joueurs? Ça se fait, même pour des jeunes joueurs. Moi, je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher parce qu'après toutes ces années où tu es éternel deuxième et que tu as des opportunités ratées, mais surtout celle-là où là, tu étais vraiment à ça d'avoir le titre. Et en fait, tu l'as dit plusieurs fois à l'occasion d'y toucher. J'ai le sentiment euh, qu'il y a quelques chutes mentales qui expliquent que cette équipe-là a malheureusement trébuché. Moi, j'ai encore en référence le match contre le Bayern. On ne peut pas laisser l'erreur du gardien qui a permis au Bayern d'ouvrir le score affecter à ce point-là une équipe. À un moment donné, quand tu as du caractère, tu te relèves de ça. Aussi bizarre l'erreur soit-elle. Donc, moi, je te pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter vers, dans les profils, même si ce sont des jeunes joueurs, vers une optique où ces joueurs-là doivent avoir aussi du caractère, soit affamés un peu plus sur le terrain, et une forme de, pardonne-moi le mot facile, une forme de grinta. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et ce qui est un peu troublant avec Dortmund, c'est que le passage de Sébastien Kehl, qui était un joueur essentiel sur le terrain, le capitaine d'il y a quelques années, au poste de directeur sportif, n'a pas suffi à faire de cette équipe un commando qui fait peur. Encore une fois, rappelons-le, ils ont eu de très bons résultats à la maison cette année. Ça a été une place forte, c'était une forteresse, mais au moment où ça a compté, il y a eu cette déliquescence, ce délitement. Après, il y a aussi les circonstances de la semaine qui précède le dénouement du championnat. Toute cette semaine-là, la ville était en fête, la ville était persuadée d'y arriver enfin. On tenait le chalet, le trophée de champion, enfin après une dizaine d'années de disette, 10 ans d'ailleurs exactement. On le tenait et la ville était déjà enflammée. Et vous savez, quand vous allez passer un examen, par exemple, mais qu'il y a énormément de candidats et parfois vous passez à la fin de la journée, vous laissez un influx nerveux considérable. Vous êtes réveillé à 8 heures du matin, vous passez à 18 heures le soir, sans parler du jury qui peut lui-même être un peu épuisé, vous êtes mentalement lessivé, alors que vous n'avez rien fait, vous avez attendu l'examen. Et la sensation que j'ai eue, c'était que Dortmund avait été lessivé par cette semaine, se voyait beau, se voyait arriver. On a eu la sensation que l'entraîneur était très sur l'émotion, que la population, les supporters étaient très sur l'émotion. Peut-être que ça a submergé un peu les joueurs aussi. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est là. L'équipe d'Allemagne a eu les mêmes soucis aussi, quelquefois dans les années passées. C'est là que des joueurs qui ont du vécu, qui ont pris des coups, qui ont subi des défaites tristes, malheureuses, désagréables, frustrantes, devraient être capables auraient dû être capables de. C'est facile à dire assis dans notre fauteuil, mais la sensation qu'on a eue, c'est que cette dernière semaine a été fatale sur le plan des émotions à Dortmund et que finalement ils ont été submergés, c'était trop. Tout ça va mettre de l'eau à ton moulin, Mathieu, qui consiste à dire que Dortmund a laissé échapper le titre. Après, il y a eu quand même, et c'est par le jeune Moussiala, c'est ça qui est paradoxal, côté Bayern, ce petit instinct du chasseur qui a suffi dans les toutes dernières minutes. On s'est accroché, Cologne a bousculé le Bayern, a fait comme toutes les autres équipes récemment, c'est-à-dire qu'après que le Bayern a eu la main sur le score tranquillement, le Bayern s'est fait rattraper, 1-0, 1-1 dans ce match-là, et puis il a fallu le petit coup le petit basculement par un coup de génie, un but merveilleux que je vous invite vraiment à aller regarder si vous ne l'avez pas vu par hasard. J'en profite d'ailleurs, puisque tu parles de Moussiala, je veux souligner une double ironie. Moussiala, c'est Nagelsmann qui l'a vraiment mis un peu plus en avant. Oui. C'est lui qui a été congédié comme entraîneur, je me mets ça en parenthèse, mais aussi, c'était un des rares dans l'équipe nationale allemande lors de la dernière Coupe du Monde qui ne semblait pas afficher une crainte ou disons une chute mentale quand ça allait mal. Il a au contraire épaté pas mal les regards. Alors, qu'il marque ce but à la toute fin qui permet au Bayern d'aller chercher un titre,
selon moi, il ne méritait pas, je le dis franchement, parce que le Bayern a pratiquement tout fait cette année pour ne pas l'avoir, comme s'il y avait une forme de lassitude. Et il y a eu aussi, je reviens à ton argument, les effets des dernières Coupes du Monde, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Bayern qui étaient dans l'équipe nationale allemande, et forcément, et tu étais revenu souvent avec cet argument, les déclarations de Joshua Kimmich sur l'effet que ça avait eu mentalement sur le leadership, sur le mental des joueurs, cette performance à la dernière Coupe du Monde. Donc, moi, je me dis, c'est pour ça que je trouve que ça a une saveur un peu amère, cette fin d'année à Bundesliga. Mais en revanche, il faut le dire, c'était, puisque on a bien aimé surnommer le FC Hollywood, le Bayern de Munich, par les temps qui courent. Il y avait une fin un peu hollywoodienne avec ce retournement de situation à la fin. Alors, je me permets de le souligner. Mais maintenant, là, je vais t'amener parce que même si on n'est pas encore à la fin du mercato, il y a déjà eu du mouvement. On annonce que Guerrero, tu l'as mentionné tantôt, pourrait partir vers le Bayern de Munich. Jude Bellingham, l'une des jeunes superstars de Borussia Dortmund, comme convenu, s'en va au Real Madrid, en Espagne. Garnir déjà un milieu de terrain où la relève s'annonce prometteuse, avec probablement la fin de Kroos et Modric là-bas. Par contre, du côté du Borussia Dortmund, on est allé chercher. Je souligne qu'Anthony Modeste est parti, mais ça, c'est pas une surprise pour personne. On est allé chercher au Borussia Mönchengladbach le milieu de terrain Rami Ben Sebaini, l'international algérien. Je voulais savoir, cette première acquisition, est-ce que ça va tracer la voie de Dortmund la saison prochaine? C'est une acquisition intéressante. Comment on va gérer aussi les départs et les arrivées pour remplacer, si jamais Guerrero devait partir, qui pourrait prendre sa place? Et je te pose la question, après, on passera un peu plus du côté du Bayern de Munich après. Ouais, c'est intéressant. Rani Bensebaini, c'est un joueur électrique qui peut avoir une forme de leadership. Alors, je ne suis pas 100% convaincu qu'à lui tout seul, il peut tirer les corners, tirer les pénaltys, ce qu'il fait à l'occasion, être le capitaine et tout résoudre. Mais c'est un transfert, disons, offensif. C'est un transfert actif. C'est un transfert qui va apporter des émotions encore, sportivement, forcément. C'est un joueur qui laisse pas indifférent, qui a un jeu, euh, comment on pourrait appeler ça, avec du relief, quoi. Il a un vrai contact, il est dans les points chauds, il peut apporter quelque chose sportivement et humainement à Dortmund, c'est sûr. Donc ça, une acquisition intéressante. C'est aussi une forme de remplacement pour le départ de Guerrero, puisque c'est fait ou en cours d'être finalisé avec le Bayern. Là aussi, ça va être intéressant de l'autre côté, parce qu'il va y avoir un vrai intérêt. Guerrero, Alphonso Davies, qui sort d'une saison décevante, mais qui a. Mais il y a des rumeurs qui envoient, parce que je voulais attendre avant d'en parler, mais il y a des rumeurs qui envoient Alphonso Davies au Real Madrid. Oui, parce que le Real, enfin, je veux dire, c'est pas infondé ce genre de rumeur. Alphonso Davies, quand il est à sa pleine carburation, il est unique, il est irrésistible. Mais s'il y a une concurrence au Bayern, et je pense qu'il y est quand même bien, et qu'il aimerait probablement y rester malgré tout un moment, ça peut être intéressant. Avec Guerrero qui peut aussi jouer un peu plus haut, parce que le Bayern, on en touchera forcément un mot après, mais va devoir reconsidérer son milieu de terrain dans la mesure où Goretzka Kimmich, tiens, ça rappelle un peu le délitement mental de Dortmund, n'ont pas été capables de faire barrage lorsque cela a été nécessaire, je veux dire sur le plan du travail d'un milieu défensif. Donc on fait venir Konrad Laimer, on fait venir Rafael Guerrero, redistribution. Dortmund doit compenser ce départ. Dortmund doit compenser surtout, tu l'as mentionné, on est obligé de le dire, le départ de Jude Bellingham. Je trouve que c'est un poil bon marché, les 103 millions d'euros dont il est question, parce que c'est un joueur énorme, c'est un joueur qui pour le coup, lui, a pris des responsabilités folles à 20 ans à peine. Il va manquer à la Bundesliga, comme Jadon Sancho a manqué, comme Erling Haaland a manqué. Tiens, lui aussi était à Dortmund, comme Lewandowski a manqué. Ce sont des joueurs qui manquent. Les médias et les confrères allemands en conviennent bien volontiers. Bon, il y a une nouvelle ère qui démarre à Dortmund. Il faut rebondir, il faut oublier ce titre. Sachant, je peux en terminer par là pour l'instant si tu veux Mathieu, sachant que souvent quand on a une énorme désillusion dans le sport de haut niveau, ça sert à rebondir. Le Bayern avait rebondi puissamment en 2001 pour aller chercher la Ligue des Champions alors qu'il avait été cruellement battu 2 ans avant contre Manchester United en finale en 99. C'est un exemple. Dortmund se servira peut-être de cette fin de saison cruelle pour lui
pour attaquer avec les crocs et avec beaucoup de mordants. Et de ce point de vue, Rani Bensebaini est intéressant, la saison qui arrive au mois d'août. Mais, dernière question, vite, réponse brève. Est-ce que le retour de Sébastien Allaire, cette fois, au début de la prochaine saison, parce qu'on sait qu'il avait raté le début de la saison à cause de son cancer, c'est un bon buteur. Oui, il a raté le penalty lors du dernier match de la saison contre Mayence, j'en conviens, mais s'il est dans de bonnes dispositions et si sa santé ne flanche pas, s'il commence la saison avec le Borussia Dortmund, est-ce que ça ne va pas forcément aider aussi l'équipe? Complètement, bien sûr, parce qu'un Sébastien Haller bien servi, bien alimenté, qui a fait de très belles choses depuis la reprise, depuis qu'il est revenu depuis la fin janvier, il peut confirmer, il a le temps de confirmer encore et il sera porté par une force, une puissance intérieure, porté par ses supporters. Ouais, je pense que c'est pas une recrue par définition, mais c'est quand même malgré tout une forme de renfort et ça peut aider le Borussia à démarrer sa saison idéalement sans perdre de temps, contrairement à la saison passée où là, il avait perdu du temps au début du championnat. C'est ça aussi qui lui a coûté le titre à l'arrivée. On va leur souhaiter surtout qu'il y ait plus de caractère dans leur recrutement. Moi, c'est ce que je crois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter au vidange. Là. Il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Il faut savoir aussi remplacer ceux qui vont partir, mais ça sera la fin de notre constat pour le Borussia Dortmund qui a échappé le titre. N'ayons pas peur des mots. Mais quand je posais ma question tantôt à savoir que c'est plus le Borussia qui a perdu le titre que le Bayern qui l'a gagné, je ne suis pas le seul à le penser parce que quelques heures avant même le dernier match de la saison, on avait décidé au sein du Bayern qu'on faisait table rase de ce que j'appellerais tout le bureau administratif. Bye Oliver Kahn, bye Salihamidzic, on les vire et on ramène tous les anciens. Bon, je comprends que les anciens ont fait un excellent travail au cours des 10 dernières années, j'en conviens, et que le Bayern se pose des questions entre maintenir la tradition et y faire entrer la modernité. Et pour moi, c'est une question pertinente parce que moi, dans ma tête, et je l'ai déjà dit à cette émission, je vais le répéter encore, quand tu gagnes 10 et là, tu es rendu à 11 titres de suite, fatalement, tu vas finir par perdre le titre. Ça va arriver. Moi, je me demande si on n'a pas été dur avec la direction quand même jusqu'à un certain point à cause de ce qui s'est passé. Parce que oui, il y a peut-être eu des erreurs dans les décisions, mais on a manqué. Est-ce qu'on a manqué un peu de patience avec la nouvelle direction, le temps d'assurer la transition? Et là, qu'on ramène les anciens, est-ce qu'on risque pas de sombrer trop dans le retour à la tradition? Et à ce moment-là, si on l'échappe, parce que comme je dis, un jour, le Bayern va l'échapper, ça peut pas être. La Juventus, après 9 ans de suite, ils l'ont échappé à un moment donné. Hein. C'est fatal, c'est la loi du sport. T'as beau avoir les meilleurs moyens financiers et probablement que le Bayern, tu vas nous en parler, David, va tout faire pour investir dans un attaquant de pointe parce que ça a été un problème pendant toute la saison, même si Choupo-Moting a été utile dans le collectif. Tu parles de la concurrence, mais ce qu'on a tenté de faire avec le changement d'entraîneur, finalement, n'a pas donné les résultats qu'on attendait au sein du Bayern. Peut-être qu'on a vu les choses trop gros, trop vite, parce que oui, on a un standard à respecter, mais à un moment donné, il va y avoir des années où ce standard-là, quoi qu'il arrive objectivement, tu ne pourras pas l'atteindre. Et c'est peut-être un peu la cruauté de ce qui est arrivé cette année au Bayern de Munich. Après 10 ans, c'est pour ça que je dis que ce 11e titre-là, ils l'ont gagné, mais ils ne l'ont pas forcément mérité. On l'aura comme peut-être même un peu donné par défaut, presque. Je sais que j'apparais un peu cynique en disant ça. Mais de l'autre côté, tous ces changements au sein de la direction, est-ce que le Bayern ne va pas faire l'erreur, justement, de fermer complètement la porte à la modernité? Parce que regarde la réalité, on va en parler un petit peu plus tard. La réalité, c'est que mondialement, dans le foot, il y a des changements qui s'opèrent et il y a des clubs qui s'ajustent. Je comprends qu'il y a des aspects de la tradition qu'il faut maintenir, mais à un moment donné, tu ne pourras pas faire abstraction de certaines choses si on veut, à un moment donné, revenir à l'avant avec des nouvelles idées, des idées fraîches, des éléments qui vont faire que le Bayern va continuer de rayonner, pas juste en Allemagne, mais sur la planète. Tu comprends? Alors, pour moi, je sais qu'on a voulu faire cette transition, mais est-ce qu'on va amener les bonnes personnes pour, à un moment donné, parce que les anciens reviennent, mais ils ne seront pas là éternellement, là, ils ne seront peut-être pas là un autre 10 ans. Là. Uli Hoeneß, là, il a passé 70 ans, par exemple. Est-ce qu'on va trouver les bonnes personnes et on va leur faire confiance pour que, justement, la transition se fasse après l'échec d'Oliver Kahn et de Salihamidzic? On peut partir des éléments factuels, des annonces, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu,
Tu as décrit très bien, le Bayern est écartelé aujourd'hui entre ses réussites de 1970 à 2020, 50 ans de réussite, avec des périodes moins fastes, hein, bien sûr. Dans les années 90, il y a eu des moments où c'était plus moyen, hein, c'était niveau Coupe de l'UEFA de l'époque. Mais il y a eu quand même les 3 titres dans les années 70, et puis je disais 2020 parce que c'est la dernière Ligue des Champions du club. Et donc on est écartelé entre ces succès-là et effectivement la modernité dont tu parles, modernité qui peut paraître parfois une forme de déshumanisation dans l'entreprise pour n'importe lequel de ceux qui nous écoutent, qui ont passé l'âge de finir leurs études et qui travaillent et qui savent que la déshumanisation est en cours. Et on essaye de basculer là-dedans en faisant venir Oliver Kahn comme président, en installant Herbert Hainer, qui a été le patron d'Adidas pendant 18 ans à la tête du club, en faisant confiance aujourd'hui aussi, parce que c'est une forme de logique, à Jan Christian Dreesen, qui a été le directeur financier du Bayern pendant 10 ans. Ces gens-là sont des personnes sérieuses, sous-entendu froides. Ce sont des gens qui sont là pour que les choses soient gérées sérieusement. Pas forcément avec de l'émotion, même si on a vu que de l'émotion, il y en avait très vite dès que ça allait mal, et que les, les, les difficultés apparaissaient très vite, mais humainement et sur le plan de l'entreprise. Mais donc le Bayern est écartelé entre ce passé, ces 50 années, avec le bras lyonnais sur l'épaule des acteurs du club, et la nouveauté, la modernité, la nouvelle gestion qu'on avait confiée à Oliver Kahn. On a considéré que ça avait échoué pour des raisons en partie valables. Oliver Kahn s'est isolé, Oliver Kahn s'est entouré de personnes qui ont fait qu'il a été un petit peu éloigné des employés de la grosse entreprise qu'est le Bayern, et on a considéré que c'était trop loin de la nature de ce club. Mais tu as raison, il va falloir transiter, il va falloir basculer vers des nouvelles personnes. Donc, Jan Christian Dreesen, une personne très sérieuse qui a affirmé la main sur le cœur en conférence de presse il y a quelques jours qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions pour ce club. Il n'est pas seulement son directeur financier depuis 10 ans, il en est aussi un supporter. Bon, ce sont des formules toutes faites, mais c'est une forme de réalité et ça parle aux gens qui aiment le Bayern, parce qu'on aime bien, quand on est supporter de Bayern, se considérer comme une famille. Et donc, quand quelqu'un vous dit, presque en interne, alors devant le monde entier, c'était en conférence de presse, mais c'est aussi à destination des amateurs, des sympathisants, je vous aime, vous êtes ma famille, ça parle. Et ça, on est dans la tradition. Mais on va être obligé d'aller dans la modernité, on va être obligé d'opérer une transition qui va forcément être douloureuse quand Manuel Neuer va s'en aller, quand Thomas Müller va s'en aller. Ça va forcément être douloureux parce que ces deux-là vont pas vouloir lâcher le gouvernail. Donc le Bayern est en phase de transition. Il a récupéré ce titre de manière un peu improbable, presque narquoise, mais vous avez vu quand même. Pour un club comme ça qui aime gagner, vous avez vu le visage de Kimmich, radieux au moment de soulever le trophée, Neuer aussi, Thomas Müller aussi, Jamal Musiala aussi. Ça Ben, n'effacera pas. je Ça trouve que, n'effacera je pas trouve que, je trouve que Kimmich avait un visage plus soulagé qu'autre plus chose soulagé. quand. C'est vrai, tu as raison. Il y a des choses qui nous dépassent un peu aussi, parce que la Coupe du Monde a pesé lourd. Kimmich l'avait avoué, tu l'as rappelé, être très marqué par cet échec au Qatar. Des joueurs ont été un peu perdus. Nagelsmann leur a sans doute demandé trop de choses. Il a été écarté trop tard, tout en étant arrivé trop tôt par rapport à sa carrière d'étoile filante d'entraîneur, qui va continuer, hein, attention. Mais on a Mais, constaté que l'arrivée de Tourelle n'a pas solutionné tous les non, problèmes et ça en a même créé d'autres. mais on a considéré au Bayern que la voie qui a été mise en route la saison dernière, pas celle qui se termine, celle d'avant, avec cet axe, ce quinquennat qu'on a voulu confier à Nagelsmann, on a considéré qu'il fallait changer, qu'il fallait que cette option soit non seulement amendée, mais complètement modifiée. Donc le Bayern s'est recroquevillé un peu sur un top entraîneur, Tourelle, sur ses top patrons, Rummenigge qui était tranquillement à la retraite
Mais il n'était pas très loin, mais quand même à la retraite. Et Uli Hoeneß qui continuait de tirer les ficelles. Donc là, on va avoir affaire à eux pour un moment. Et tu as raison, la difficulté pour ces gens, septuagénaire pour l'un, presque septuagénaire pour l'autre, ça va être de redessiner l'avenir avec un peu plus de sérénité. La sérénité est revenue en ce moment à la Zebenerstraße, au siège du Bayern, parce que c'était quand même très compliqué dans la gestion humaine au moment du championnat, où le championnat se dénouait. On va voir. Nouvelle équipe, Mathieu. Un avant-centre à venir, peut-être Vlahovic de la Juve, peut-être. C'est Une vrai. piste, une C'est la piste rumeur qui sérieuse. court en ce moment. Milieu de terrain, on l'a dit précédemment, qui va être refondé avec l'arrivée de Konrad Laimer, qui a été très très fort avec le RB Leipzig en cette fin de saison. Vous l'avez vécu en finale de coupe vous l'avez vu en finale de coupe contre Francfort, il a été On va en monstrueux. parler. Voilà. Donc le Bayern va se renforcer, va se refaire. Malgré tout, un duel intéressant se dessine avec Dortmund pour l'été qui vient, pour la reprise de la saison, avec comme arbitre RB Leipzig, puisque Emil Forsberg a dit, le milieu de terrain suédois de Leipzig, maintenant, nous visons le titre. C'est-il enflammé? On le verra dans les prochaines semaines. Ah, mais je vais poser la question un petit peu plus tard parce qu'il me restait une dernière question sur le Bayern. Parlant de noms qui circulent pour éventuellement accéder à la direction sportive. Et là, je parle d'anciens, puisqu'on aime bien faire revenir les anciens comme Beckenbauer et tout ça. On prépare peut-être aussi, je ne sais pas, la sortie de Thomas Müller, même si est-ce qu'il va vouloir préférer son ranch à travailler dans les bureaux, la direction du Bayern? On ne le sait pas, mais je vois mal comment on pourrait se passer de son leadership, je dirais, dans les bureaux éventuellement, parce que là, on sent que on est à un tournant là, avec Thomas Müller. Personnellement, j'aurais aimé le voir faire une pige avec notre club de Montréal en MLS pour que son leadership bénéficie, rayonne sur la jeune équipe que nous avons. Et ça aurait galvanisé les troupes. Il aurait vraiment contribué, je pense, même dans l'extra-sportif pendant peut-être 1 an, 2 ans. Et ça aurait peut-être permis un contact aussi dans la personnalité de notre club, pour le caractère et tout. Moi, j'aurais rêvé à ça, mais on ne peut pas empêcher un quart de rêver, disons. Mais objectivement, on prépare peut-être sa sortie au Bayern. Mais il y a un autre nom qui circule qui, lui, a pris sa retraite, mais qui travaille en Allemagne en ce moment. Et j'aimerais juste un court de commentaire sur lui. Est-ce que Philippe Lahm ne pourrait pas être une option pour le Bayern de Munich au sein de la direction sportive pour constituer justement cette transition réussie entre tradition et modernité? Considérant que son apport sur le jeu, il y avait des éléments de modernité comme défenseur latéral, au même titre qu'avec le Bayern, il a été un joueur emblématique. Totalement, c'est le nom sérieux qu'il faut garder à l'esprit. Il est en train de s'occuper de l'organisation de l'Euro 2024 qui arrivera dans un an en Allemagne. Et on lui a confié cette mission. Et Philippe Lahm va revenir à un moment ou un autre. Sera-ce le Bayern? Probablement. Sera-ce la fédération? C'est possible. Sera-t-il impliqué dans la Bundesliga ou dans l'équipe nationale? Les deux sont envisageables. Je pense que l'équipe nationale aura besoin de ce genre d'expertise un jour. Mais Bayern est probable en tout cas. Et on a un profil intéressant là parce que c'est à la fois un homme bien élevé, mais aussi quelqu'un qui a le courage de dire, d'assumer des positions, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'il laisse transparaître. Et oui, tu as raison, Mathieu. Pour moi, c'est le nom le plus sérieux. Il y a d'autres noms qu'on peut imaginer dans d'autres profils psychologiques et professionnels, comme Schweinsteiger, comme peut-être Thomas Müller un jour. Franck Ribéry a le droit de faire sa place aussi, au moins pour coacher des jeunes peut-être dans un premier temps, venir qui sait avec l'équipe réserve. Ouais, il y a des choses qu'on peut imaginer. Et le patrimoine d'un club comme le Bayern fait que voilà, il sera toujours temps de proposer de nouvelles personnes. Mais on a quand même constaté, et c'est ça moi qui m'a surpris, on peut peut-être le redire avec le recul qu'on a maintenant sur la saison, j'ai été surpris, comme tout le monde, du départ de Nagelsmann. Encore une fois, on a constaté maintenant qu'il était peut-être arrivé trop tôt par rapport à sa capacité de jeune entraîneur à gérer un groupe de vedettes. Il est parti sans doute trop tard parce que la saison était déjà abîmée, même si les 3 titres étaient encore possibles à l'époque, souvenez-vous. Et puis derrière, Thomas Tuchel n'a pas pu recoller les morceaux, sinon aller chercher le titre de champion.
Et moi, je me souviens quand même, malgré tout, d'une déclat de Rummenigge il y a quelques années qui avait dit « Quoi qu'il arrive dans le football, le titre de champion d'Allemagne sera toujours pour nous l'essentiel. » C'est sous-entendu le titre le plus important. Donc ça reste une réussite pour le Bayern, même si elle a été arrachée à la toute fin de la dernière journée. Petite info qui ne surprendra personne, l'objectif du club pour la saison qui vient sera le même que celui des années précédentes, mais il faut le rappeler parce qu'il est formalisé, c'est un objectif officiel, c'est de renouer avec ce qu'on appelle le dernier carré, donc les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc, Tourelle, oui, et donc une équipe renforcée, oui. Maintenant, reste à savoir si la mayonnaise va prendre entre l'entraîneur et les nouveaux joueurs, entre les nouveaux joueurs et ceux qui restent. Quid de Sadio Mané, par exemple? Voilà une vraie question, Mathieu. Ouais. Bien ça, probablement qu'on va en reparler quand on va se revoir en début septembre, quand le mercato sera fini, la saison va recommencer un peu. On pourra voir le portrait du Bayern objectivement à ce moment-là. C'est quoi la formation? Parce qu'on va laisser l'été faire son œuvre et on pourra toujours parler à ce moment-là. Est-ce que le Bayern s'est vraiment amélioré ou pas? Ça va être intéressant. Mais là, on va parler un peu du RB Leipzig. L'an dernier, ils avaient remporté pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Allemagne contre Fribourg au tir au but. Ils y ont pris goût, puisque cette fois, ils ont gagné, mais sincèrement, le match contre l'Eintracht Francfort, 2-0. Deuxième Coupe d'Allemagne consécutive, mais pourtant, on continue encore une fois en Allemagne à être très tiraillé par les succès du RB Leipzig, malgré le fait que quand tu prends goût à goûter un trophée, moi, je continue de penser que Leipzig pourrait remporter un premier titre en Bundesliga avant Dortmund pour mettre fin à la domination du Bayern. Parce que, comme je l'ai dit, elle va prendre fin un jour. Il va falloir que le Bayern sache objectivement le reconnaître qu'ils vont peut-être perdre le titre, mais en ayant une bonne équipe qui ne seront pas obligés de tout chambarder non plus là, au sein de la direction à la fin de la saison. C'est ça que je voulais dire, un peu à la blague. Mais tout ça pour dire que, donc, 2 points sur Leipzig. Malgré la perte de Nkunku qui s'en va à Chelsea, on sent que Marco Rose et la direction sportive sait où elle s'en va. On est fidèle à soi-même. Et en dépit de ça, et malgré 2 Coupes d'Allemagne consécutives, et certainement une aspiration à vouloir remporter un premier titre en Bundesliga, ce club-là continue de ne pas faire l'unanimité en Allemagne. Je sais que tu vas me sortir l'expression de club plastique. Mais pourtant, quand on regarde un peu comment la direction fonctionne, c'est pas non plus si sombre que ça, là, si on compare avec ce que le Qatar fait avec le PSG, par exemple. Bon, je prends des exemples extrêmes. Mais tu vois où je veux en venir? Il y a quand même, on sent qu'il y a tout de même une gestion par la base, une volonté de développer une certaine jeunesse. On vend des joueurs. On n'est quand même pas ultra dépensier non plus. Là. On semble investir un peu aux bonnes places, même si l'aspect synergie peut paraître pour certains esprits, je ne sais pas trop quel adjectif mettre, mais certains esprits ont, on va dire, disons, carré, peut-être, on va le dire comme ça, qui pensent qu'un club doit fonctionner comme ça et pas autrement. Mais bon, ça pour dire que Leipzig, succès mérité, mais ça ne fait pas l'unanimité, David. Oui, je pense que c'est la structure, le fait que Red Bull, cette célèbre boisson énergétique venue d'Autriche, est déboulée dans le circuit un peu vieillot comparé à ce qu'on essaye de faire en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et ailleurs. Ça dérange beaucoup les supporters de Dortmund, de Schalke, de Francfort, de partout en fait, en Allemagne de l'Est aussi, en Autriche aussi, puisque lorsque Salzbourg a été récupéré par cette entreprise Red Bull, il y a eu une scission entre l'Austria Salzbourg de l'époque que Red Bull a récupéré et une grande partie des supporters de l'Austria de l'époque estimant qu'on était dénaturé avec l'arrivée de cet investisseur. L'Austria d'ailleurs qui est descendu dans les divisions tout au fin fond de la hiérarchie. On pourrait parler aussi des manœuvres quand Salzbourg a accédé à la Ligue des Champions. Bien Il y avait sûr. une règle disant qu'on ne pouvait pas avoir un propriétaire de 2 équipes. Ce qui a d'ailleurs des échos en France actuellement, parce que Toulouse a également les mêmes propriétaires que l'AC Milan, je crois. Alors, mais encore une fois,
je suis persuadé qu'il va y avoir des contournements de règles pour permettre à ces clubs-là de passer. Mais bon, ça aussi, ça a posé question. Et loin de moi, mais là, je parlais un peu du projet sportif, mais en même temps, je veux pas que les gens pensent que je défends la marque Red Bull. Je consomme même pas ces produits-là. Puis il y a des histoires un peu sombres sur ces boissons énergisantes. Enfin bref, je veux faire la nuance entre les deux. Mais je vais te laisser poursuivre ton analyse sur la situation parce que je trouve ça éclairant par rapport à nos thèmes sur le football allemand qu'on évoque régulièrement ici. Mais là, on a effectivement une entreprise qui injecte des millions, soit par le fait d'être sponsor principal, soit par le fait d'être actionnaire principal. Mais bon, mais me semble-t-il pour un projet sportif sérieux. Alors oui, les joueurs s'en vont, sont monnayés, mais c'est vrai aussi à Dortmund. Je suis désolé, Jadon Sancho est parti, Jude Bellingham est parti, Erling Haaland est parti, Robert Lewandowski est parti, même si lui, c'était un peu différent parce qu'il était en fin de contrat de mémoire. Mais ces joueurs sont partis pour faire de l'argent aussi, pour que l'entreprise tourne. Donc c'est quelque part ce que fait le RB Leipzig. Même Gundogan est parti, mais là on parle d'un possible retour après la finale. On verra là, avec Manchester City. Mais bon, je ferme la parenthèse. Oui. Non, mais, et Leipzig, c'est sérieux. Je veux dire, quand on les voit en finale de coupe, il y a une vraie volonté d'aller chercher quelque chose. Il y a une vraie identité sportive qui a été développée. Moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais que c'est dérangeant, qu'on ne lutte pas à armes égales avec ce club-là, qui bénéficie d'une filiale Red Bull Salzbourg, qui lui-même bénéficie du scouting toile d'araignée, y compris en Amérique du Sud, n'est-ce pas, qui a été tissé par Red Bull. Moi, j'ai discuté avec un ancien grand buteur autrichien qui s'appelle Tony Polster, une légende en Autriche, qui a expliqué qu'on ferait mieux de s'inspirer de cet exemple-là plutôt que de vouloir se cacher en permanence en disant c'est le grand méchant loup, c'est le grand méchant loup. Ils ont de l'argent, certes, mais ils ont une politique sportive, puisque c'est ta question, Mathieu, très sérieuse, très efficace, qui fonctionne et dont on peut s'inspirer, notamment pour le recrutement de jeunes joueurs. Oui, mais je trouve aussi que c'est un investissement qui va à la base. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres où on se dit on va s'acheter un titre. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais bien sûr. Et là, alors Nkunku a porté une partie de cette équipe cette saison notamment. Il va maintenant aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, les supporters du Bayern disent avec malice que Nkunku reviendra l'année prochaine, cette fois-ci au Bayern en Bundesliga, parce qu'il aura ciré le banc, comme on dit, pendant 8 ou 9 mois à Chelsea. Il sera écœuré par Chelsea et il reviendra donc en Bundesliga. Et pour progresser, il viendra au Bayern. Et ça, c'est vrai que Chelsea, n'étant pas dans les compétitions européennes, ils ont de quoi faire 5 équipes. Oui. Il va falloir faire un ménage dans leur effectif. C'est là qu'on va voir est-ce que Nkunku va cirer le banc et ne va pas non plus après un an. Absolument. Alors que sa venue, je pense, elle était un peu avant. Je ne sais pas si c'était prévu avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Enfin, bref, je ne sais pas trop. Là, mais d'ailleurs, il y a des rumeurs là, où Chelsea veut quand même faire du gros recrutement. Là, et en Allemagne aussi, là, bref, un peu partout. Quoique, Kai Havertz serait disponible tellement le Real Madrid, avec la perte de Benzema, là, ils cherchent un avant-centre. Alors, s'ils n'ont pas Harry Kane, ils vont peut-être regarder du côté de Kai Havertz. Mais encore là, est-ce que c'est la bonne solution? Il y a plein de rumeurs qui concernent l'Allemagne un peu en dehors du territoire au niveau des joueurs. Mais comme tel, j'aime bien ta réponse sur Leipzig. La nuance à apporter, c'est que oui, il y a le côté on ne fonctionne pas selon la tradition historique de certains clubs, mais en même temps, il y a un fonctionnement structurel sportif qui est indéniable, qui permet de mettre en évidence le fait qu'on veut travailler à la base même pour constituer l'équipe. Maintenant, j'ai hâte de voir qui on va mettre à la place de Nkunku pour le remplacer. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a un entraîneur, Marco Rose, qui visiblement là, semble très à l'aise là-bas, semble savoir dans quelle direction il veut aller. Et, je le répète, tu gagnes 2 Coupes d'Allemagne consécutives. Moi, je trouve que, pour reprendre les termes de Fosberg, ça doit ouvrir l'appétit à aller chercher un championnat Bundesliga. Et peut-être que mentalement, on est un peu plus fort entre les deux oreilles, on y croit un peu plus, parce qu'on a travaillé pour savoir ce que ça prend pour aller chercher au moins un titre. Oui, et puis ces moyens, ces structures doivent permettre de rivaliser, je ne sais pas, peut-être c'est encore tôt, quoique, mais on a bien vu la progression depuis 2009. On l'a bien vu, elle a été quasiment linéaire, quelques stagnations, mais normales, parce qu'il faut digérer les montées, il faut digérer la montée en deuxième, puis en première division. Il faut aussi ménager un petit peu un semblant de début de tradition incarné par le Danois Youssouf Poulsen, qui est là depuis la 3e division, par exemple.
D'autres valsent plus vite que lui, bien sûr. Mais non, c'est intéressant. Il y a le capitaine Orban aussi, le Hongrois en défense. Intéressant. Et puis je peux en terminer par là, si tu veux, Mathieu, même si on pourrait multiplier les exemples. Mais le gardien de but, Blaswich, a montré cette saison que même quand vous avez l'une de vos têtes d'affiche, Peter Gulashi, l'international hongrois, qui est blessé pour longtemps dans les buts, vous avez une doublure efficace, pertinente. J'ai été un petit peu déçu, moi, par l'élimination de Leipzig en Ligue des Champions. Ils vont avoir une nouvelle chance la saison prochaine. Oui, on va suivre ce club de près, forcément. Pas uniquement parce qu'il a de beaux moyens, mais surtout parce que sportivement, on se trompe quand même, me semble-t-il, assez peu à Leipzig. Après, Leipzig est aussi à intégrer dans le concert européen des clubs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'est pas très content, quand on est supporter de Leipzig, de voir qu'un Dominik Szoboszlai, qui a marqué en finale de coupe, me semble-t-il, oui, le deuxième but, risque de partir aussi vers un club plus lucratif pour lui. C'est le jeu, c'est-à-dire que vous dévorez certaines entités plus petites que vous, mais vous êtes aussi possiblement dévoré par des plus gros que vous. C'est le jeu du libéralisme. C'est tout à fait vrai. Mais j'ai bien aimé l'exemple du gardien Blaswich parce qu'on se posait la question avec la perte de Gulashi si si RB Leipzig allait s'en remettre. Eh bien, ils ont fini solidement à une 3e place, comme si ça n'avait pas paru finalement la perte de leur gardien. Alors, ils ont su admirablement trouver des solutions et jouer collectivement pour obtenir les résultats mérités. 4e au classement derrière Leipzig, c'est l'Union Berlin. Mais je veux qu'on en parle un peu en comparaison avec l'Hertha Berlin qui a terminé bon dernier et qui est relégué. Donc en seconde division. Je reviens encore sur ce parallèle, mais j'insiste. L'Union Berlin dépense beaucoup moins d'argent que l'Hertha Berlin, mais là, l'Union Berlin va accéder à la Ligue des Champions, pendant que l'Hertha Berlin est finalement puni par où il a pêché, c'est-à-dire mal dépensé son argent, et est relégué. Ce contraste-là, David, a de quoi étonner parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quand on avait que l'Hertha Berlin en Bundesliga et que l'Union Berlin n'avait jamais mis les pieds en première division, on n'aurait jamais imaginé pareil scénario. Même si, je me dis en quelque part, si Urs Fischer quittait le banc de l'Union Berlin, peut-être que là, le club chuterait parce que tout passe autour de lui, tout tourne autour de cet entraîneur. Exactement, mais tu as raison de parler de ça parce que c'est à la fois, ça interpelle parce que ça rappellera aux anciens Berlin-Est, Berlin-Ouest, ça rappellera aussi aux anciens que peut-être que investir n'importe comment, injecter de l'argent n'importe comment, faire valser les entraîneurs pour revenir finalement à un entraîneur que vous avez déjà utilisé 2 ou 3 fois, qui est pour le coup, Paul Dardai, un sacré fidèle du Hertha Berlin comme joueur et comme coach ensuite, mais on a tourné en rond, on a fait n'importe quoi dans le Big City Club, alors que de l'autre côté, un peu plus à l'est, dans le quartier de Köpenick, on a très bien travaillé avec l'Union Berlin, et tu as raison, Urs Fischer, fabuleux, le Suisse, toujours un peu... l'ours suisse, quoi. C'est-à-dire, à la fois, non mais, la peluche suisse, c'est-à-dire que les enfants iront volontiers vers lui, et en même temps, un gars qui peut quand même être un peu bourru par moment, parce que je pense qu'il n'est pas commode tous les matins. C'est aussi pour ça que ça réussit. Maintenant, l'Union Berlin a grandi. L'Union Berlin va pouvoir confirmer les belles petites choses entrevues la saison dernière en Coupe d'Europe, dans une Coupe d'Europe supérieure. Moi, je suis intéressé de voir. Et surtout, ouais, ça en bouche un coin aux gens de Berlin-Ouest, aux gens du Hertha, parce qu'on a fait n'importe quoi et on le paye cash. Après, on est optimiste quand même à Berlin en disant que voilà, on garde cet entraîneur. On va donc travailler dans une forme de continuité avec Paul Dardai, qu'on va avoir les moyens aussi de candidater pour la remontée en première division. Ça va être intéressant parce que vous savez qu'il y a Hambourg qui a échoué aussi pour la montée. On va en parler tantôt. Oui, qui va avoir l'occasion là encore une fois, d'être peut-être dans le haut, on leur souhaite. Ouais, c'est une leçon philosophique. Et pour les plus jeunes, moi, je serais un amateur de foot. Je m'intéresserais à l'Union Berlin parce que c'est un club de tradition. C'est un club qui reste vraiment les pieds sur terre, qui va forcément gonfler un peu ses moyens avec la Ligue des Champions et avec la volonté de faire aussi bien la saison prochaine. Ce sera très difficile. Ça va être excitant de voir ce club qui incarne
clairement la partie traditionnelle de la Bundesliga qu'on connaît avec toute proportion gardée, hein, mais avec les clubs qu'on a déjà cités. Ça peut être aussi en deuxième Bundesliga, avec Saint-Pauli, avec le Dynamo Dresde, avec des clubs comme le Werder, qui sont pour le coup en première division, ou Schalke. Cette tradition-là est une continuité dans la Bundesliga, et moi, ça me va très bien. Effectivement. D'ailleurs, juste derrière l'Union Berlin, on a un club, je dirais pas similaire, mais qui tourne un peu autour de son entraîneur. Hein. On parle du SC Fribourg et de Christian Strach. Complètement, bien sûr. On va pas y revenir, on en a parlé longuement, mais cette 5e place, encore une fois, confirme dans la continuité le succès de cette petite équipe dans la Forêt Noire, qui, moi, me plaît beaucoup, et qui est dirigée par cet entraîneur un peu marginal, mais tellement, comment dire, pas excitant, mais disons, qui suscite la curiosité avec la façon dont il fait beaucoup avec peu. En 6e place, le Bayer Leverkusen a confirmé la dernière place européenne. Malgré l'égalité de points avec l'Eintracht Francfort, le différentiel de but a fait la différence. Donc, bravo à Xavier Alonso d'avoir remonté cette équipe. On en a longtemps parlé ici. Malgré qu'on ait appris que Moussa Diaby allait quitter l'équipe, mais on a toujours Florian Wirtz et Michel Baccar. Et là, Florian Wirtz va être là en début de saison. J'ai hâte de voir quels sont les ajustements pour que le Bayer Leverkusen, cette fois, soit compétitif dès le début de la saison. Mais on pourra toujours en reparler pour le début de notre prochaine saison en septembre de façon un petit peu plus large, parce que j'ai hâte de voir le mercato du côté de Leverkusen. Mais là, je vais glisser un mot sur l'Eintracht Francfort, parce que, bon, on perd en Coupe d'Allemagne et on finit 7e. Cette fois, on n'a aucune compétition européenne pour la saison prochaine. Et de ce fait, Oliver Glasner a quitté son poste ou a été démis de ses fonctions, je ne sais pas trop comment le dire. Donc, il n'est plus l'entraîneur de Francfort. Est-ce que rapidement, là, comme ça, le David, tu vois un nom pour lui succéder à la tête de cette équipe? Oui, un nom qui peut lui succéder, c'est Dino Topmöller, qui était l'un des adjoints de Julian Nagelsmann, qui veut maintenant prendre un poste d'entraîneur principal. Donc ça peut être un choix intéressant, un choix pertinent sportivement. Dino Topmöller pour Francfort, c'est incompréhensible. Enfin, je veux dire, c'est un peu naïf comme propos, mais c'est incompréhensible de limoger un entraîneur qui vous a amené un trophée avec l'Eintracht Francfort, qui vous a emmené en finale de coupe, qui a réussi de très belles choses en Coupe d'Europe et en championnat. On a même gagné un titre européen. Ben oui, 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 pardon, bien sûr, c'est l'essentiel. En plus, tu as raison de me rappeler ça. Petit trou dans la raquette, petit trou dans mon cordage mémoriel. Petit Non, mais trou ou plusieurs trous dans la chemise bavaroise. OK, donc je ouais, plaisante. ouais, ouais, ouais. Non, mais ça. Alors après, il y avait un édito très intéressant chez les confrères du Kicker. Je crois que c'est même le rédacteur en chef qui a rédigé un édito en disant: aujourd'hui, vos succès passés n'ont aucune valeur dans le présent. Dans le football d'aujourd'hui, même si vous avez été titré 6 mois avant, vous n'existez pas si vous n'êtes pas dans le coup. Au moment T. Et c'est ce qui s'est passé avec Oliver Glasner. Donc il faut l'accepter. C'est le football moderne, c'est le football de haut niveau d'aujourd'hui. C'est quand même un paradoxe parce qu'en Allemagne, puisqu'on évoque la tradition, on aime bien parler de la mémoire longue, mais là, ce coup-ci, c'est la mémoire courte. Alors, oui. Oui, bon, alors encore une fois, le choix de Topmöller peut être intéressant, mais Oliver Glasner, c'est injuste ce départ-là. Francfort est à sa place pour le championnat. Ça a été un peu décevant en deuxième partie de saison. Ils se sont un petit peu écroulés. J'ai hâte de voir où il va rebondir, Glasner, voilà. En passant, mais on pourra en reparler en septembre. Oui, oui, et puis l'équipe aussi, parce que y a des joueurs bien installés, d'autres qui vont s'en aller, au premier rang desquels Kamada, qui était quand même un excellent milieu de terrain offensif. C'est une belle équipe. Kevin Trapp dans les buts, Evan Dika en défense, Makoto ACB qui va atteindre le cap du quadragénaire aussi, c'était magnifique. En attaque aussi avec Götze, milieu de terrain avec Rode. C'est une très belle équipe et j'espère qu'elle saura rebondir rapidement pour continuer à jouer le rôle qui, pour moi, est le sien naturellement en ce moment en Bundesliga, c'est-à-dire jouer entre la 4e et la 6-7e place. C'est là que doit être Francfort. On a quand même bien travaillé à Francfort, même s'il y a eu quelques remous. Le départ de Glasner est une déception parce qu'il faut se conformer au canon désagréable du capitalisme d'aujourd'hui dans le football de ce niveau. Mais nouvel entraîneur, nouvel intérêt. Voilà, on va les suivre de près. Équipe intéressante, quoi qu'il en soit, Mathieu. Il restera de beaux restes, en tout cas au départ de la saison qui vient.
Oui, puis derrière, on a une autre équipe intéressante qui est Wolfsburg, mais on va plus parler de l'équipe féminine en fin d'émission. 8e, donc Mayence, une des surprises de la saison, qui termine 9e et qui a surpris le Borussia Dortmund à la fin de la saison alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus de motivation. Malgré un différentiel de -1 quand même, une 9e place, c'est pas à dédaigner parce que ça veut dire qu'on a quand même gagné pratiquement autant de matchs qu'on en a perdu, mais on a eu beaucoup de matchs nuls aussi. Bref, on a tenu la barre très haute. Mais là, je vais glisser un mot sur le Borussia Mönchengladbach parce qu'ils ont terminé 10e, ce qui est une déception selon moi. Et là, on a parlé du départ de Ben Sebaini au Borussia Dortmund, mais il y a aussi le départ de Marcus Thuram vers on ne sait où pour l'instant. Comment vont se présenter les choses au Borussia Mönchengladbach pour remplacer toutes ces pertes si on veut espérer un jour remonter au classement parce qu'à une certaine époque, on était dans le top 4 là, quand même. Ouais, c'est décevant. C'est décevant de voir qu'un Pléa n'a pas pu confirmer de manière constante, qu'un Marcus Thuram n'a pas pu confirmer de manière constante. Il y a eu des soucis aussi physiques pour les joueurs, hein, bien sûr. Lars Stindl va tirer sa révérence aussi. C'est Il a vrai. été salué. Le milieu offensif si brillant. Euh, Roland Virkus, le directeur sportif, est peut-être moins incontesté qu'il n'a pu l'être il y a quelques mois. L'entraîneur Daniel Fark s'en va. Il va donc falloir changer des choses. Je suis un petit peu soucieux pour l'avenir à court terme parce que pour moi, ce club est un club légendaire. J'emploie beaucoup de superlatifs en ce moment parce que c'est peut-être en raison des fins de saison et on fait les bilans, mais un club comme ça, pour moi, doit faire partie du premier tiers de la Bundesliga. C'est un club, oui, historique avec ses succès des années 70, qui avait réussi un beau rebond, qui avait eu une belle période aussi dans les années 2000, 90-2000, avec des Oliver Neville, avec l'équipe qui avait battu le Bayern aussi à la première journée il y a quelques saisons. De manière magnifique, tout en contre-attaque avec comment s'appelle-t-il, l'entraîneur suisse, Favre. Et on veut voir ce Mönchengladbach-là qui pétille, qui réussit des résultats, qui arrive à perturber les gros. Cette saison, on l'a vu trop peu. La deuxième partie de saison a été morose. Donc il faut que ça change. Et ça va changer de fait, Mathieu, puisque Daniel Fark a été considéré par sa direction et s'est considéré sans doute un peu lui-même aussi comme en échec. Pardon, s'est remis en question. Et on va donc devoir rattaquer une nouvelle ère à Gladbach en espérant qu'il y ait des joueurs de bon niveau, parce que Ben Sebaini en moins, Stindl en moins et les attaquants éventuellement sur le départ ou confirmés sur le départ, ça fait quand même beaucoup de choses à changer. Mais brièvement, Marcus Thuram, tu le vois signer où? Oui, c'est une excellente question, parce qu'il pourrait continuer en Bundesliga peut-être avec une écurie plus puissante, ce serait pas mal, mais je pense aussi qu'il a peut-être envie de voir d'autres pays, c'était un petit peu la rumeur qui circulait. Oui, il y a une Euh, rumeur par rapport au PSG, entre autres. oui, Joker. Non, je veux dire, j'ai pas d'informations Non, ni, non, non. ni de la part Non, non, mais je d'agents. demandais ton avis, pas une rumeur. Oui, oui, en Ligue 1, en Ligue 1, il faut du gros hein, pour un joueur comme ça. Le problème, encore une fois, moi je suis déçu qu'il ait pu montrer de manière si peu constante la qualité qu'il peut avoir sur une action, sur un match, sur un geste d'attaquant. On veut un Marcus Thuram à 20 buts par saison. Autrement, ça n'a pas de sens. Je Donc trouve qu'il a oui, un profil intéressant, puis même en équipe de France, il a montré bien des sûr. choses intéressantes cette année. Ouais. Même si ça a été difficile, il a quand même montré des signes plus encourageants que la saison précédente. Il est sur la bonne voie. Maintenant, il va falloir qu'il choisisse le bon club. Je ne suis pas certain que le PSG soit le meilleur club pour lui, là, honnêtement. Mais là, je parle plus en termes de projet sportif qu'autre chose. Mais s'il reste en Allemagne, c'est peut-être que le Bayern, s'il cherche un attaquant, peut-être c'est vers lui qu'ils vont se tourner. Alors que moi, je vois toujours Jonathan David comme peut-être le numéro 9 que le Bayern aurait besoin. Je pense qu'il a le profil pour aller jouer avec cette équipe. S'il veut justement aspirer à plus haut qu'à Lille pour la poursuite de sa carrière, moi, je le verrais très bien aller là-bas. Jonathan David, j'insiste là-dessus. En tout cas, mais là, je parle objectivement. Là, je parle en termes de profil. Mais on pourra toujours commenter où Marcus Thuram aurait signé en septembre. Mais je te posais la question parce que ça va nous permettre de revenir un peu en arrière à la blague dans quelques mois. Là, je fais le tour du classement rapidement. 11e, Cologne, Offenheim, 12e. Le Werder Bremen, 13e. Ça a été toute une chute parce qu'on était en haut de la moitié du classement en première moitié de saison grâce à un certain Niklas Füllkrug
qui est Et un des oui, meilleurs il a été buteurs blessé derrière, bien de sûr. Mais défensivement, c'est là où ça a pêché pour le Werder Brême. En 14e, Bochum. Mais Bochum n'a que 2 points d'avance sur le barragiste. Alors, avec Augsbourg qui est 15e, je pense que ces deux clubs-là vont commencer à flirter un peu plus avec la zone de relégation la saison prochaine. Mais je m'avance en prévision justement de la saison prochaine. Ça me permet de rester un peu dans les enregistrements. Stuttgart, donc barragiste, et on va y revenir, a confirmé son maintien en Bundesliga, relégué Schalke et l'Hertha Berlin, on l'a dit tantôt, relégué définitivement. Mais là, je passe aux clubs qui ont été promus parce que on a parlé de la fin de saison excitante en Bundesliga avec le titre qui a changé de main lors de la dernière journée pendant en quelques minutes. Il s'est passé un peu la même chose en deuxième division. Alors que Hambourg avait son destin entre ses mains, croyait, et au regard justement du différentiel du but et de sa fiche, on se disait, ben, Hambourg va avoir son entrée directe dans les 2 premières places pour accéder directement en Bundesliga, faire son retour en Bundesliga, puisque je me souviendrai toujours de ton commentaire sur Hambourg à l'époque où on s'était côtoyé pour la première fois dans une discussion et Hambourg était en Bundesliga à l'époque. Mais à l'arrivée, Hambourg s'est fait damer le pion par une équipe qui n'a jamais accédé en Bundesliga, Heidenheim qui termine en tête du classement, à égalité au point avec Darmstadt qui est 2e et Hambourg a terminé 3e, juste un tout petit point derrière. Alors que quand on regarde sa fiche, on se dit mais Hambourg aurait dû finir devant, peut-être même largement. Ça a été serré. Mais à cause de cette position de barragiste, Hambourg s'est fait jouer un vilain tour à l'arrivée. Et comble de malheur, on joue contre Stuttgart qui est dirigé par Sébastien Onès, le neveu du non moins connu Ulionès. Et Stuttgart, 2 victoires convaincantes dans les matchs aller-retour pour assurer son maintien. Et donc, Hambourg doit rester en deuxième division. Mais c'est cruel quand même pour cette équipe de David, cette fin de saison en deuxième division avec le retournement de la situation. J'ai du chapeau à Heidenheim. Ils étaient passés proches il n'y a pas si longtemps. Là, ça sera une première présence pour eux en Bundesliga, accompagné de Darmstadt. Mais pour Hambourg, sérieusement, on ne pouvait pas rêver pire scénario. Ils vont en faire des cauchemars tout l'été, David. Ouais, c'était encore une fois dramatique dans le sens théâtral, hein, bien sûr, du terme. Il ne faut pas non plus exagérer la tragédie. Il y a d'autres problèmes sur la planète, mais c'était encore une fois théâtral. On a l'impression qu'avec Hambourg, c'est toujours. J'ai pris verbalement un peu de. Non, mais on a toujours un peu ce supplice avec Hambourg, c'est vrai. Le jeu est toujours frustrant, souvent. Là, il n'y a pas eu photo quand même contre Stuttgart. On a fait illusion sur l'ouverture du score au match retour, le 1-0, alors qu'on avait perdu 0-3 à Stuttgart. Score lourd, mais malgré tout assez légitime. Stuttgart était supérieur par son jeu, par son standing du moment sportif. Et, oui, c'est dur pour Hambourg parce que Hambourg était promu et puis finalement non. Et en barrage, malgré tout, il n'y a pas eu un gros suspense. Hambourg est optimiste pour jouer la montée la saison prochaine. Compréhensible parce que ça reste une ville hyper puissante, l'une des 2 villes les plus puissantes économiquement du pays avec Munich. C'est une des belles villes d'Allemagne, on n'arrête pas de dire. Je ne suis pas allé encore, mais on m'a tellement vendu, je ne parle pas de toi, là, on m'a tellement vendu dans la littérature, dans plein d'autres endroits, cette ville, Hambourg, que c'est certain que quand je vais aller en Allemagne, je vais passer y faire un tour. Et je trouve ça dommage, par contre, que le club, malheureusement, soit pas le reflet de cette réputation, si je peux dire. Oui, le jeu est quand même souvent assez pénible, assez rustre, je dirais. Bon, c'est un jugement peut-être un peu radical, mais bon, il va falloir. Alors, on va continuer avec l'entraîneur, me semble-t-il. Il va falloir trouver cette continuité qui permet de lutter à nouveau pour les premières places. On a la sensation avec Hambourg qu'il y a une espèce de destin, que lorsqu'on se maintient à la première place de deuxième division, on finit par flancher. Surtout que depuis la descente, on s'aperçoit que c'est pas si facile de remonter. Il y aura Schalke qui sera forcément dans les parages. Il y aura le Hertha Berlin. Il y a des grosses écuries en deuxième et aussi en troisième division en Allemagne. Donc le jeu n'est pas facile du tout. Heidenheim, petite ville du sud. Beaucoup de continuité là pour le coup avec un entraîneur qui me semble-t-il. Alors je sais plus, j'ai un doute si c'est l'entraîneur ou le directeur sportif, mais je crois que c'est l'entraîneur qui est là depuis 2007. Depuis 2007, ça fait 15 ans
qu'on a une direction sportive constante, et c'est ça la clé du succès à Heidenheim, comme ça l'a été pour l'Union Berlin. Évidemment, il faut travailler sur le temps long, il faut travailler dans la continuité. Coucou la direction du Bayern, le temps long, la continuité, faire confiance aux gens à qui on donne les clés avec des contrats mirobolants. Il n'y a pas de contrat mirobolant à Heidenheim, mais c'était le cas avec Nagelsmann au Bayern. Intéressant de voir ce petit club. Moi, je suis toujours un peu déçu quand j'ai pas Hambourg, quand j'ai pas Stuttgart, quand j'ai pas Schalke, quand j'ai pas l'Hertha Berlin, quand j'ai pas ces grosses places fortes du football en première division. On pourrait ajouter éventuellement Munich 1860, le Dynamo Dresde ou des clubs comme ça qui sont légendaires, mais malgré tout, c'est le jeu aussi. Il faut renouveler. On ne peut pas tout avoir, David. On ne peut pas Oui, tout avoir. t'as raison, surtout à 18 clubs. Heidenheim va apporter de la fraîcheur. Ça va être bien, ça va être intéressant de voir un peu à quel niveau ils peuvent se produire. On a vu avec Bochum qu'on pouvait avoir au moins la capacité de se maintenir avec des moyens modestes. Ça va être un des autres intérêts aussi de la reprise au mois d'août. Puis espérons qu'Hambourg va surmonter son cauchemar la saison prochaine, parce que là, il va falloir que tu négocies avec Schalke 04 et l'Hertha Berlin qui sont retombés. J'en profite pour souligner qu'une équipe qui était, il n'y a pas si longtemps en Bundesliga, l'Arminia Bielefeld, qui était barragiste en deuxième division, mais a perdu ses matchs et est reléguée en troisième division. Alors, vous voyez comment ça va très vite dans le milieu du foot. Tu parlais d'ailleurs de Munich 1860 et puis du Dynamo Dresde, qui eux ne sont même pas en deuxième division non plus. Il y a des clubs historiques qu'on se dit, dans tous les pays, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi loin, qu'on ne les voit pas aussi haut? Il y a parfois des réalités comme ça qui sont assez cruelles. Mais un petit mot sur Stuttgart, qui a quand même réussi son maintien. Mais par contre, Sébastien Hoeneß, pour la saison prochaine, il ne faudra pas se rater, parce que ça fait 2 saisons consécutives que Stuttgart flirte avec la zone dangereuse. Et là, on n'est pas assez près d'être relégué. Là, on est en Bundesliga la saison prochaine. Mais il va falloir travailler dur. Et je sais que Sébastien Hoeneß est un excellent coach, mais il va falloir qu'il ait de l'aide un peu de sa direction. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus? Oui, il faudra. Alors, j'ai pas regardé quelques heures avant que nous parlions les dernières actualités. J'ai pas pris de renseignements On en pourrait y bas de revenir en Württemberg. septembre, mais Ce que je veux dire, Mathieu, c'est que il y a des joueurs de qualité, hein, de grosse qualité quand même. Silas en attaque, Borna Sosa en défense. À Stuttgart, il y a eu quand même. Voilà, on peut s'appuyer sur un savoir-faire. Il faut négocier un bon mercato, bien sûr. Ça, c'est vrai pour toutes les équipes. Mais voilà une équipe qui est quand même une équipe, une région, un contexte sportif. C'est une ville de sport, une ville du Sud qui ouais, il y a une vraie excitation autour de Stuttgart, et je ne suis pas forcément pessimiste sur leur capacité à rebondir pour la saison prochaine. Mais il va y avoir, tu as raison, une forte concurrence bien sûr, pour ne pas descendre. C'est vrai, on n'a pas encore toutes les cartes en main parce qu'il y a quelques semaines là, de mercato actif qui se présentent. Mais pour moi, l'une des clés, ça va être peut-être pour Stuttgart de garder une partie de ses bons éléments pour justement rebondir avec un entraîneur qui est arrivé en cours de saison pour la saison qui arrive. dernière question sur la Bundesliga, mais c'est quelque chose d'un peu plus indirect quand même, vu que ça sort un peu du cadre de l'Allemagne. Il y a une rumeur persistante ces derniers jours qui veut que Julian Nagelsmann devienne le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, avec Thierry Henry comme adjoint. Est-ce que tu y crois ou non à cette rumeur, et est-ce le bon club pour Nagelsmann pour se relancer comme entraîneur, lui qui est quand même jeune, à 35 ans? Est-ce que c'est le bon endroit où aller? Tu veux bien me rappeler dans quel club il est en train d'aller là? Le Paris Saint-Germain. Oui, non. Alors moi, je suis absolument pas surpris qu'un entraîneur aussi doué, aussi moderne, aussi, allez, on va employer quelques termes qui sont un peu, qui devraient pas être des termes de football, mais aussi bankable, aussi apte à communiquer, aussi égotique aussi, un peu, il y a un côté un peu farfelu, il y a un côté très généreux, très spontané, très naturel. Nagelsmann, c'est un flux. C'est un flux, et je ne suis pas du tout surpris qu'après Hoffenheim, après Leipzig, après le Bayern, Hoffenheim, Leipzig, Bayern, il tente d'aller se brûler les mains avec des étoiles. Ça ne m'étonne pas du tout. Après, le résultat, ça va faire des étincelles si on doit confirmer cet attelage, que ce soit avec un éventuel Thierry Henry à ses côtés ou pas. Mais de toute façon, Nagelsmann, ce qui a fait qu'il a buté
au Bayern sur ce plafond, ce premier plafond de verre peut-être pour lui dans sa carrière, c'est la gestion d'ego et des stars qui sont aussi âgés que lui. Euh, et là, ben, ça va être hyper intéressant. C'est bien joué de la part du PSG si ça se confirme, mais on sait qu'au Paris Saint-Germain, le problème n'est pas l'entraîneur. Ancelotti n'est pas un problème. Christophe Galtier n'est pas un problème. Julian Unai Nagelsmann, Emery, Thomas on Tuchel, tous ceux qui sont passés, même Christophe Galtier à la rigueur, ils bien ont peut-être sûr, leurs défauts, ils ont peut-être fait des erreurs, mais je pense pas que fondamentalement le problème venait d'eux. ils sont rincés par le contexte, par les gens au-dessus d'eux, par la mauvaise tenue d'un club qui n'est pas un club de football. Et donc, mais donc, je suis pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de structure. Il y a pas. Alors oui, on a mis de Voilà, l'argent sur. exactement, c'est tout à fait ça. On a mis de l'argent sur des choses. Il va y avoir peut-être un nouveau centre d'entraînement, des choses qui sont en train peut-être de s'organiser. Malgré tout, à l'arrivée, un jour, il y aura peut-être une cohérence sportive, mais on a beaucoup souffert pour en arriver là. Et ça reste hypothétique, ça reste à démontrer. Moi, je suis déçu que Nagelsmann n'ait pas pu rester encore en Allemagne, parce que pour moi, c'est l'endroit où il doit d'abord s'exprimer avant de peut-être aller cornaquer une grosse équipe. Pour aller à Francfort, peut-être. Étincelle à venir en tout cas, et on regardera ça d'un œil amusé forcément. Je serais très déçu s'il se brûlait les ailes de manière sérieuse et qu'il retombe à cause d'un échec retentissant au PSG. Mais on ne va pas parler de ça avant que ça ne soit advenu. Ouais, en même temps, il y a des entraîneurs qui sont passés au PSG, puis la majorité d'entre eux ont fait mieux ailleurs après. C'est Peut-être que juste. Nagelsmann, il va lui arriver la même chose Tu as aussi. raison. Oui. Je dis ça, même si personnellement, je le vois ailleurs qu'au PSG. Mais il peut penser à aller à l'extérieur de l'Allemagne aussi pour peut-être parfaire ses connaissances. À mon sens, de toute façon, au-delà de ça, il va falloir qu'il corrige peut-être un peu l'aspect, la relation humaine, peut-être. Parce que si tactiquement, on va se le dire, il a du génie tactique, ça c'est indéniable. Là, il faut qu'il trouve un peu plus une façon d'améliorer les relations humaines, puisque c'est ça qui a peut-être, pas peut-être, mais sincèrement, achoppé avec le Bayern de Munich, même si je pense que le timing de son licenciement était mal coordonné parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes plus profonds au sein de l'institution cette saison. Mais ça, Mm. mais je comprends qu'on ait pu se passer de Nagelsmann, se passer de ses services. J'ai hâte de voir où il va aboutir, mais s'il aboutit vraiment au PSG, je te préviens, on va en reparler en rigolant en septembre prochain. Dernier sujet pour conclure ce copieux bilan. Très vite, je veux qu'on parle de football féminin. Euh, Bayern Munich, l'équipe féminine remporte le titre en Bundesliga féminine. Par contre, moi, je veux qu'on parle un peu plus de l'équipe féminine de Wolfsburg qui continue d'être pionnière à sa façon et qui a effectué son retour d'une certaine façon dans les championnats européens en finale de la Ligue des Champions, malgré une défaite contre le FC Barcelone, l'équipe féminine du Barça. Donc, et quand je vois ce parcours-là de Wolfsburg, qui est un peu comme Lyon l'est en France, un porte-étendard du football féminin en Allemagne, et cette performance-là globale des équipes allemandes féminines, que ce soit au classement Bundesliga, mais aussi en Europe, est-ce qu'on ne prépare pas justement là un terrain, parce qu'on en parle très peu de ça, je sais qu'on chipote sur les droits télé pour la Coupe du Monde féminine, mais considérant que l'Allemagne a été la dernière finaliste de l'Euro, certes perdue contre l'Angleterre, est-ce qu'on ne devrait pas refaire de l'Allemagne, de la replacer parmi les favorites de la prochaine Coupe du Monde, même si on sait que les États-Unis qui seront là, l'Angleterre va revenir. Puis je sais qu'en France, on parle d'Hervé Renard et de la France, mais il y a beaucoup de blessés. Bref, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu, il n'y a pas un signe que l'Allemagne se remet à l'avant-plan en matière de foot féminin pour dire hey, on est là et on est de retour, là, comme, pas juste comme pionnière, mais on est de retour pour de bon maintenant que la compétition est plus féroce au regard des dernières performances qu'on a vues cette année de façon globale. Totalement, totalement. Et on sent l'appétit, l'impatience du peuple et des journalistes qui s'intéressent au football féminin dans les rares pages, pour ce qui est des journalistes, dans les rares pages qui sont consacrées malgré tout, même en Allemagne, au football féminin de top niveau et de l'équipe nationale notamment. On sent cette impatience, cet appétit. Et le fait d'être un peu sous les radars ne leur déplaît pas forcément. Oui, on a envie de revenir aux fêtes des nations, fêtes avec Malgré un des E. investissements en Angleterre, hein, qui dépensaient beaucoup dans le football féminin ces dernières années, on est quand même revenu de l'avant. Moi, je trouve ça impressionnant.
Oui, moi je vous avouerai à titre personnel que je suivais l'équipe nationale féminine allemande quand elle empilait les titres de championne d'Europe il y a pas si longtemps, mais malgré tout, à l'échelle du football féminin et de son éclosion, ça peut paraître vieux, dans les années 90. Je Ah, elles étaient regardais, pionnières, je l'ai dit tout à l'heure. Elles ont été parmi les ouais, pionnières de bien leur sûr, sport. Mais là, on semble dire on veut revenir à l'avant-plan. C'est un exactement. peu ça mon propos. Oui, oui, exactement. Et du coup, moi, je vais suivre la compétition parce qu'il y a eu aussi quelques frustrations récentes sur les tournois où on a constaté qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait peut-être un petit palier supplémentaire sur la qualité de l'équipe, sur la capacité à avoir des impact players, comme on dit, des joueuses qui soient décisives en attaque, en défense. C'est une équipe qui commence à avoir quand même une bonne tête, mais tu as raison, il y a une sacrée concurrence. Qui dit que l'Angleterre est plus faible? Personne. Qui dit que les équipes américaines, nord ou sud d'ailleurs, parce que le Brésil peut avoir son mot à dire, sont plus faibles, c'est à voir. Oui, je place en tout cas l'Allemagne dans les 4-5 meilleurs, mais il y a une concurrence. C'est pas pour nous déplaire aussi, parce que ça voudra dire que le tournoi, au moins dans sa seconde partie, Mathieu, parce qu'au début, c'est souvent une blague malgré tout, pourra être intéressant. Et ce sera un des sujets aussi dont on va parler au retour en septembre de cette Coupe du Monde féminine et les performances de l'équipe allemande. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. À la blague, je dirais que nous, la question des droits télé est déjà réglée depuis un certain temps. On a un diffuseur. J'espère qu'en France, cette situation sera réglée d'ici peu parce que ça fait débat depuis plusieurs semaines, la question des diffusions pour cette Coupe du Monde. Parce que c'est vrai que comme ça a lieu en Australie, Nouvelle-Zélande, euh, disons que vous n'êtes pas gâtés pour ce qui est des horaires de match et peut-être que Match ça le matin n'encourage pas tôt. certains Ouais, diffuseurs. ouais. En tout cas, merci infiniment, David Lortolari, encore une fois. Une autre magnifique saison à ta compagnie. Moi, j'adore t'entendre à chaque année, à chaque fois parler de football allemand avec passion et avec rigueur. J'ai hâte de te retrouver en début septembre à la fin du mercato pour qu'on continue notre formule, qu'on continue d'en parler. J'ai une petite pensée pour notre ancien collaborateur, mais qui maintenant travaille à temps plein dans l'enseignement, notre ami Anthony Tessier, qui va vivre un deuil difficile cet été, lui qui est le partisan numéro 1 du Borussia Dortmund. Mais on a une pensée pour lui quand même et on le salue au passage, comme on vous salue aussi, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Et parfois vos questions qu'on arrive à glisser parfois en douce dans les sujets qu'on aborde ici et avec lesquels on a l'habitude de répondre. Alors, merci encore une fois pour cette magnifique saison, David, et merci aussi aux gens qui nous ont suivis. Bon été et surtout gardez un œil sur les informations parce qu'on l'a évoqué là dans le fil de notre conversation. Il y a des choses qui se passent. Umbruch, on dit en Allemagne, des changements dans les clubs structurels, sportifs, et on va avoir de belles informations à venir, des transferts, forcément quelques-uns un peu sérieux, d'autres plus Une, pe intéressants une peut-être petite valse des entraîneurs, peut-être pas comme en France, c'est plus en France la valse des en ce entraîneurs moment. qu'on a eue, Ouais, mais il va ouais. peut-être en avoir une. Mais on va démarrer une saison intéressante et tu as raison, Mathieu. Il y aura une fin un jour à la domination du Bayern. C'est passé tout près cette saison. La difficulté, c'est que le Bayern va, Il y bah, a un va euro qui rebondir lui s'en aussi. vient, qui se Mhm. profile. Ça risque d'être un de nos fils rouges de la prochaine saison parce que l'équipe nationale allemande va se préparer pour cet Euro Ah 2024. oui, Ça va être très intéressant. ouais. Alors, restez des nôtres là, en septembre. Mais en attendant, ben, on vous souhaite un très, très bon été au soleil, au golf, si vous avez les moyens, comme David, d'aller vous pavaner sur les verres. Mais je sais que David va travailler encore parce qu'il est très multisport et multitâche. Il va continuer de travailler sur la gymnastique, les sports nautiques et tout le reste. Alors, mais je lui souhaite quand même des vacances bien méritées. Comme on vous souhaite donc de très bonnes vacances et on se retrouve avec plaisir en début septembre prochain 2023. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Salut. Merci, salut.